Absolument parfait. T'as fait ça toute ta vie. Hop là. Mais écoutez, bienvenue. Moi, ça me fait trop plaisir de vous accueillir sur ce tout premier épisode de podcast sponsorisé par Créade. On va dire ça comme ça, dans le sens où vous avez tous fait Créade ici, voire plus si affinité. Et ce premier podcast, on l'a appelé, pour l'instant, c'est pas encore défini, En mon fort intérieur, puisqu'il y avait un petit jeu de mots avec architecture intérieure, évidemment, et le fait que j'ai l'impression que chez vous, les architectes d'intérieur, c'est une petite voix qui vous appelle et qui vous dit « Let's go, on va faire ça ». Alors, présentez-vous, à chacun votre tour, dites-nous un petit peu juste qui vous êtes, votre parcours, rapidement, et puis qu'est-ce que c'était que cette petite voix qui vous a appelé, quoi. Vas-y Anne, commence peut-être. Je commence, j'ouvre le bal. Donc moi je suis Anne Savet, j'ai été étudiante à Créade, donc j'ai été diplômée il y a fort lointain maintenant. J'ai exercé mon métier pendant une dizaine d'années et puis j'ai toujours gardé un lien avec mon école en revenant parfois ponctuellement pour des interventions, des petits cours puisque je travaillais dans le domaine de la salle de bain, de la cuisine et du dressing. Okay. Donc ça permettait de faire des ponts professionnels. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée formatrice. Voilà, et puis responsable pédagogique. Ouais. Et puis depuis 2021, j'assure la direction sur le campus de Lyon, donc plutôt chouette. Et qu'est-ce qui m'a toujours plu dans l'architecture intérieure ? En fait, je crois que je n'ai jamais voulu faire un autre métier qu'architecte d'intérieur. Et maintenant, je suis directrice d'une école d'architecture intérieure. C'est beau. Je fais mon métier par procuration aujourd'hui au travers des étudiants. En fait, je crois que tout vient des Barbies. Ok. Oh waouh. Oui, en fait, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à construire l'appartement de mes Barbies avec des livres, tu sais, mis en éventail. Donc je créais la chambre, la cuisine, etc. Et une fois que c'était fait, je m'arrêtais de jouer. Incroyable. Mais c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, les deux personnes autour de nous t'ont regardé avec des yeux de « je comprends ». Et moi, je vous ai regardé un petit peu avec des yeux de « D'accord. C'est hyper intéressant. Ok. Charline, présente-toi, dis-nous. Moi, du coup, je m'appelle Charline Roumier, donc je suis architecte d'intérieur, ça fait maintenant 11 ans. J'ai créé ma société qui s'appelle Maison CR. Je travaille partout en France et à l'étranger. Et donc, du coup, j'ai fait Créade aussi, que j'ai terminé il y a maintenant 11 ans. Anne était ma prof. Incroyable. Et voilà, il y a fort assez fou. J'ai toujours gardé un lien avec Créade puisque j'avais des étudiants en stage ou que j'ai embauchés. Et puis, je suis jurée aussi de fin d'année très souvent, donc c'est très chouette. Et moi, j'ai... Exactement comme Anne, ce métier c'est une vocation, j'ai toujours voulu le faire depuis toute petite. Et alors on n'est pas sur les Barbies mais on est sur les Sims pour le coup. Okay. Oui, c'est pas la même génération, merci Charline. Ça a évolué, c'est digital. Ça s'est digitalisé. Moi je construisais, en fait je faisais le code là pour avoir l'argent sur les Sims, parce que rien ne m'intéressait, moi les faire vivre et tout c'est pas mon but. Mais c'était de leur construire les plus belles maisons possibles quoi. Donc du coup je faisais ça et en fait à chaque fois que j'allais chez des gens, si je m'ennuyais je prenais un papier, un crayon et je dessinais la maison et je refaisai les plans, qui n'étaient pas du tout à l'échelle, il fallait pas regarder. mais du coup j'ai toujours fait ça depuis toute petite et voilà, c'était une vocation depuis toujours. Ok, Quentin, t'as la pression là sur ta vocation et tout. Non, mais en fait, je me retrouve vachement aussi parce que c'est pareil que vous. Après, moi, c'était avec les Lego. C'était pas Barbie ni Sims, mais les Lego. Donc, on reste sur le manuel. Mais voilà. Après, moi, donc, j'ai été diplômé l'année dernière de Créade. Et après, j'ai fondé mon agence là, donc ça s'appelle Calbri Architecture et je travaille qu'avec les professionnels. J'aide à développer leur marque, etc. Ok. Voilà. Donc Calbri, ton nom de famille, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais, trop bien, ok. C'est quoi votre définition ? Là, c'est à partir de maintenant, vous répondez quand vous voulez. Je drop ça là et c'est vous qui prenez ou pas. C'est quoi votre définition de l'architecture intérieure ? Aïe. On a combien de temps ? Alors, techniquement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de piles dans le recorder, quoi. Très bien. Je dirais que c'est concevoir, reconcevoir, réfléchir l'intérieur des lieux que chacune et chacun d'entre nous investissons. Donc qu'il s'agisse des lieux, de lieux à titre personnel, à titre individuel, voilà, nos maisons, nos appartements, et puis aussi les lieux qu'on fréquente au quotidien, donc ce qu'on appelle des établissements recevant du public. Alors ça va du resto à la boutique, à l'espace de coworking, voilà, dans tous les domaines. Qu'est-ce que
qu'est-ce que vous pensez de mon réagencement de l'espace là pour le tournage d'aujourd'hui là j'ai poussé les tables comme C'est intéressant. Il y a l'idée. C'est ça qu'on dirait. C'est intéressant. C'est pas mal. Non, mais il y a une bonne impulsion de départ. D'accord, oui, il y a de l'énergie qui a été mise dans l'énergie. le projet. Ouais. Ok, non, c'est hyper intéressant. En gros, moi, je n'y connais rien. J'ai été propulsé dans l'architecture intérieure comme ça, un peu par hasard. Et l'idée, ça va être de aussi vous poser les questions pour que ça soit le plus facile à écouter pour tout le monde, pour que tout le monde puisse attraper cette petite chose en soi et de se dire « Ah oui, pourquoi pas moi ?» Et du coup, je vais peut-être vous poser plein de questions bêtes pendant 1 heure. Jamais de questions bêtes. Voilà. Alors, c'est ce qu'on dit. Attends de voir mes questions. Quand même. Et voilà, en gros, l'idée, c'est qu'on va commencer par parler un petit peu de ce qu'a créé la vocation. Quels vont être les défis de demain dans ce milieu ? Et puis un petit peu parler de projets de façon globale et avant une petite conclusion. Voilà dans quoi on s'embarque. Un projet qui vous a particulièrement marqué, là peut-être un chacun. Ça peut être un projet fictif. Exactement, un truc, Ouais. Bah oui, forcément, un truc que tu as fait peut-être à l'école, tout ça. Non, moi c'était mon projet de fin d'études. C'était un café coworking qui en fait reprenait une architecture qui était adaptée aux personnes qui étaient photophobes. En fait, la photophobie, c'est une sensibilité à la lumière, donc ça peut être la lumière naturelle ou la lumière artificielle, qui en fait va gêner l'œil énormément. Et en fait, ça permet quand un lieu est adapté, de ne pas voir tout ce qu'on peut voir ici, par exemple, tous les faisceaux lumineux qui viennent agresser l'œil. Et en fait, tu es dans un lieu où tu peux travailler, tu peux vivre, tu peux manger, tu peux parler sans avoir mal à la tête, en fait, derrière. C'est hyper intéressant parce que j'ai appris 2 choses. Ok, photophobe. Voilà, donc c'est tout un travail sur la lumière pour qu'en fait, elle soit indirecte et qu'on ne la voit pas. Le lieu est éclairé, mais on ne voit pas par où. Ok. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok, bah super, trop bien. Ouais, je suis estomaqué déjà par ce premier exemple. Ça met la barre très très Ah haut oui, déjà. d'accord. Est-ce qu'il y a des projets pour vous qui vous ont marqué, que vous avez fait peut-être ? Oui, moi je dirais plutôt des maisons de retraite en fait. Je travaille toujours pour des maisons de retraite. Et en fait, notamment pour des personnes qui ont soit Parkinson ou Alzheimer, donc qui ont des troubles cognitifs et pour qui c'est compliqué de vivre au quotidien, notamment parce qu'elles sont âgées et parce qu'elles développent parfois des démences ou quand elles tremblent, voilà, faut les accompagner. Et du coup, on traite ça soit par des choses, par du mobilier par exemple, ou par des ambiances au sol pour des personnes qui ont Parkinson, en leur mettant des carreaux de différentes couleurs pour qu'elles puissent savoir comment marcher, etc., les accompagner. Et après, tout un tas de choses qu'on voit dans des maisons de retraite et faire en sorte que ces lieux soient plus accueillants. Moi, je suis hyper touchée par les personnes âgées, donc du coup, je trouve ça important de les accompagner, que ce soit joli, fonctionnel et que ça soit pas un mouroir, comme on peut le dire souvent. Exactement, c'est là où j'allais en venir. C'est que moi, j'ai toujours trouvé les lieux comme les hôpitaux ou les maisons de retraite un peu angoissantes. Ouais, je comprends. Parce que, effectivement, il faut que ça soit pratique. Mais on a eu tendance peut-être pendant des années à mettre l'esthétisme de côté. Et ça doit être tellement compliqué de faire du beau vraiment là où on doit faire du surtout très pratique. Très pratique, ouais. Ouais. Il y a plein de normes aussi. Une personne âgée, c'est compliqué pour elle de s'asseoir sur une assise qui est très basse. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à savoir. Il y a des standards et tout, mais c'est hyper intéressant. Franchement, c'est passionnant. Bah, c'est trop cool. J'adore. Wow, la barre est méga haute, Anne. Oui. Pourtant, bon courage. Bon courage. Non, j'ai plein de projets qui m'ont marqué à différents niveaux. Je me souviens d'être au départ rentrée chez des clients juste pour une salle de bain, et puis au final on a refait la chambre parce que la salle de bain était attenante à la chambre, et puis comme il y avait beaucoup de chambres avec des salles de bain attenantes, on a fini par faire toutes les salles de bain, et puis il y avait aussi la cuisine dans l'appartement. Au final on a fait tout l'appartement et ça s'est relativement bien passé, et ces clients-là donc c'était sur Lyon, avait une deuxième résidence à Paris, avait une résidence secondaire en Corse, voilà, et on s'est retrouvés à travailler pour cette famille et pour ce client pendant super longtemps, alors qu'au départ on était rentrés juste pour une salle de bain, en fait. Ah ouais. Voilà. Et puis après, par procuration, encore une fois, il y a plein de projets à études, en fait, des cas d'école que l'on fait travailler, sur lesquels on fait travailler les étudiants pendant leur cursus. Et c'est vrai que, voilà, Charline parlait des personnes âgées, du handicap. On a fait travailler aussi sur une résidence intergénérationnelle, comment on peut effectivement faire se combiner
les générations, les synergies, comment tout le monde peut vivre ensemble. On a travaillé aussi récemment, pourquoi pas, pour des associations qui militent pour la préservation de l'environnement, de la planète. On a réfléchi à une cabane de sauveteurs sur l'Anse du Pharo à Marseille. Donc voilà, avec une visée bien sûr pédagogique et de pouvoir sensibiliser les uns et les autres. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, au travers finalement des exemples qu'on a cités, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'humain, avec un H majuscule, ou l'autre, avec un A majuscule, c'est vraiment la clé, finalement, de notre métier. On parle souvent d'esthétisme, de fonctionnalité, et c'est les premiers mots qui te sont venus, et c'est une réalité, bien sûr. L'esthétique, c'est très subjectif, hein. Ce qui est beau pour toi ne l'est peut-être pas pour moi, et inversement. La fonctionnalité, même chose, finalement. Ce qui paraît être très fonctionnel à moi, l'est moins pour toi dans ton quotidien et dans tes modes de vie. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la clé de tout ça, c'est vraiment l'autre. Et je dirais l'autre vraiment avec un A majuscule, parce que ce qu'on fait, c'est pas pour soi, c'est pour quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas cet autre, s'il n'y a pas ces clients qui viennent nous solliciter, finalement, nous, on ne travaille pas. Et si tu n'as pas non plus en bout de chaîne ce qu'on appelle les équipes exécutantes, les artisans, ton plombier, ton carreleur, ton agenceur menuisier, finalement, tout ce que tu auras pu imaginer, ça reste sur le papier. C'est incroyable. Mais parce que ma prochaine question, c'était en gros, pourquoi ce métier est si spécial pour vous? Et j'ai l'impression que rien qu'avec ta passion, là, t'y es allé, quoi. Et c'est trop beau parce que, en vrai, peut-être Quentin, qu'est-ce qui fait que ce métier est si spécial pour toi? Moi, j'aime bien surtout retransmettre une personnalité quand je fais un livre. C'est comme ça que je travaille avec mes clients. Quand en fait ils viennent me voir pour... Alors moi je fais que des marques, donc quand ils viennent me voir pour faire... C'est un peu leur bébé. En fait j'aime bien comprendre leur réflexion dans pourquoi est-ce qu'ils ont donné ce nom-là, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce produit-là. Et en fait c'est retranscrire toute cette personnalité et toute cette émotion qu'ils ont mis dedans dans le lieu. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand on rentre quelque part, on découvre un peu l'histoire de la personne et on s'immerge dans la chose, quoi. C'est hyper beau, je vois la passion dans vos yeux à chacun, c'est incroyable. Peut-être un mot, Charline, pour toi, pourquoi c'est si spécial pour toi? Parce que pour moi, c'est vraiment un métier de passion. En fait, c'est une vocation. Donc, sur tous les aspects, que ce soit la créa, la partie chantier, tout ce qui est... le relationnel aussi avec les clients, je pense qu'il faut en avoir envie aussi. C'est hyper intéressant et tout. Et tu rentres dans l'intimité des gens, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises. C'est leur bébé, en fait. Donc, tu les portes parfois pendant plusieurs mois et c'est hyper intéressant. Et ouais, c'est vrai que moi, c'est une vraie vocation. Enfin, j'aime ce métier plus que tout. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. On va profiter pour faire un petit mot à Créade, l'école des métiers de l'architecture intérieure. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui nous regardent plus, qui nous écoutent. Cette formation, est-ce qu'elle a influé sur votre manière de travailler? Alors, Anne, tu vas avoir peut-être un avis un peu je ne me prononcerai pas. En tant que directrice. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une touche créade, une patte créade dans votre métier aujourd'hui? Peut-être que, Quentin, c'est un peu plus frais. Peut-être que tu as une touche qui s'est réveillée un peu plus tard, Charline. Je sais pas. Alors, moi, c'est pas tant une touche créative, c'est plus une question technique. Je trouve que c'est quand même une des écoles, moi, pour avoir eu des stagiaires, embauché des gens et tout, qui venaient d'autres écoles, c'est une des écoles qui forme le mieux, en tout cas, j'ai vu, en termes de technique. Anne était ma prof, d'ailleurs, de bâtiment. Donc, tu es pour beaucoup. Mais du coup, je trouve que... Et c'est primordial, je trouve, dans notre métier de connaître tout le technique, savoir faire des plans et tout. Et il y a beaucoup d'élèves ou d'écoles ou de petites formations qui ne savent pas le faire. C'est ce qui dessert un peu notre métier à l'heure actuelle, je trouve, parfois. Ok. Est-ce que Anne, t'avais mis des mauvaises notes à l'époque? Je crois pas. Je crois que Charline était de toute façon, Quentin et Charline étaient de très très bons étudiants. Ouais, non, je crois pas. C'est possible après. Non, mais peut-être que pour compléter, par rapport à la patte créade que tu disais, il y a peut-être pas forcément une patte créade, mais en tout cas, notre volonté, c'est pas de standardiser les choses. Bien sûr. Alors certes, quand on propose à nos étudiants, je sais pas, une vingtaine, cinquantaine d'étudiants le même sujet, on pourrait se dire, et d'ailleurs ils ont tous cette réflexion, on va tous faire la même chose, on va tous avoir la même réponse. Et en fait non, en fait chacun, en fonction déjà de sa propre sensibilité, en fonction de ce qu'ils ont compris aussi des clients, ils proposent une réponse, une solution, et elle va être différente d'un étudiant à l'autre. Et une des forces, moi je trouve, de Créade, c'est que justement, on prend
ce terreau-là, primaire, originel. Alors parfois il est maladroit, parfois il est, il n'est pas toujours juste du premier coup, mais on va travailler à modeler ça et à rester sur ce terreau primaire, originel, et à développer quelque chose qui tienne la route. Et là où Charline a tout à fait raison, c'est que on dit toujours, ok, on propose des trucs, c'est super beau, il y a des magnifiques 3D, il y a des belles idées, mais on dessine toujours, on conçoit toujours, quelque part avec la caisse à outils, toujours en phare dans la nuit, tu sais. Ouais, je vois l'idée. L'objectif, c'est quand même, quand tu proposes quelque chose à un client qui t'a sollicité, l'objectif, c'est quand même que ce soit réaliste, réalisable, que ce soit faisable. On lui vend pas juste de l'image, c'est pas ça notre métier. Donc oui, il faut pouvoir se dire, ok, si je dessine ça, si je propose tel aménagement, telle configuration, si je propose une cloison tout en verre, toute vitrée, qui va la réaliser, qui va la fabriquer, déjà combien ça va coûter. Parce que Et toi, Quentin, t'as l'impression que Créade, ça a influé sur ta façon de faire les choses aujourd'hui ? Ouais, carrément. C'est tout récent en plus. C'est tout récent, puis ça t'apprend une manière de travailler aussi, donc on la garde un petit moment. Après, on s'adapte aussi en fonction de nos préférences. Mais ce qui m'a aussi influé, c'est les intervenants qui pouvaient venir régulièrement à Créade et qui ont pour le coup vraiment influé sur ma manière de voir l'architecture intérieure. Il y en a un qui était venu, c'était Éric Brun-Sanglard, qui était un architecte aveugle. Et en fait, il est venu, il nous a fait vivre un petit peu son quotidien, donc on était masqués, et puis il nous montrait un petit peu, il mettait des lumières en projection, et il nous expliquait quelle lumière en fait on ressentait. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est hyper puissant. Et même donc il a fait un livre d'ailleurs qui est très intéressant et où il explique aussi dedans que quand il a rénové sa maison en tant qu'aveugle, en fait il est devenu aveugle et après il est devenu architecte. Il n'était pas architecte avant. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait il est devenu aveugle et quand il est rentré chez lui, il a senti un mal-être et en fait il sentait l'énergie circuler et c'est tout ça qui a fait qu'il est devenu architecte en ouvrant des murs, des trucs pour circuler l'énergie. Mais c'est absolument C'était incroyable. ouf. Mais effectivement, il était assez bluffant parce que, et ça, je pense que ça a été une rencontre assez forte auprès des étudiants et même moi, à titre personnel. Donc oui, il était aveugle. Et il y avait des fois où, quand il venait à Créade, il me disait, tu vois, Anne, c'est bien quand tu mets un peu de couleur. Comment tu sais, c'est du Eric, ressenti pur, c'est exceptionnel. Mais des vibrations, de l'énergie. Mais c'est fou de transmettre justement ça, quoi, puisque c'est quelque chose qu'on sera probablement jamais confronté et c'est trop bien que tu puisses vivre ça, apprendre de ça et tout, c'est absolument exceptionnel. Je vous propose un premier petit jeu, évidemment, puisque moi c'est ma petite spéciale, c'est de vous préparer des petits jeux et où vous n'avez pas été mis au courant avant. Le tout premier truc, c'est on joue en équipe, on joue en individuel. Alors là, vous êtes tous ensemble, puisque le premier jeu, c'est le jeu des préjugés. En gros, moi qui suis un novice, j'avais peut-être potentiellement des préjugés sur les architectes d'intérieur. J'ai demandé à Internet vraiment les plus gros préjugés. J'ai besoin de votre avis honnête, sincère, rapide sur les phrases que vous allez entendre. Ok. Les architectes d'intérieur, c'est juste des décorateurs. C'est la plus grosse. Tu commences par la plus... Ok. Oui, alors non, un architecte d'intérieur, ce n'est pas quelqu'un qui a sorti juste les coussins avec les rideaux. C'est exactement ce que j'allais prendre par exemple. Exactement l'exemple que j'avais. Beaucoup pensent que architecte d'intérieur ne fait que choisir des coussins, des rideaux c'est vraiment, ou des couleurs de c'est vrai. C'est fou. C'est exceptionnel. Vous avez l'air d'être de corps, quoi. Alors là, je pense qu'on sera peut être d'accord en fait. Ah non, mais l'architecte d'intérieur, il casse des murs, il fait des extensions, des surélévations, il déplace des escaliers. Tout optimiser les espaces. Il gère la plomberie, l'électricité. Et ça, les éclairages, tout ça. C'est technique en fait. Et ben ça, pour moi, la plomberie et l'électricité, je ne le savais pas. Honnêtement. Vraiment, je suis arrivé et quand on m'a dit, il faut prévoir l'eau, les lecs, j'ai fait... Ah, mais c'est le même métier qui fait ça? D'accord. Je ne savais pas. Et c'est hyper intéressant. Ok. Deuxième point, c'est un service de luxe réservé aux riches. Alors, il y a peut-être des préjugés un peu tenaces. Non, mais vas-y, Anne, si tu veux. Non, en fait, oui, c'est dans les consciences collectives jusqu'à Valérie Damido. Les consciences collectives, effectivement, faire appel au service d'un architecte d'intérieur, c'était vraiment réservé à des gens qui avaient beaucoup de moyens. Mais on n'est pas tous à avoir des chalets à Mégève. Bien sûr. On n'est pas tous à devoir refaire la totalité de sa maison. Et je parlais avec humour de Valérie Damido.
un des points forts de ce type d'émission. Ça a permis de faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin d'avoir un chalet à Mégève pour faire appel à un architecte d'intérieur. Ça a démocratisé le truc. Ça a complètement démocratisé le métier. Et puis, si on reprend la période du Covid, qui commence à être loin derrière nous, mais mine de rien, l'air de tout, on était chez soi. On devait travailler de chez soi. On n'était pas forcément équipé pour travailler de chez soi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait appel à un archi-dinté pour aménager le dessous d'escalier en bureau, pour transformer la chambre d'amis en bureau. Et c'était juste une zone, juste un point. C'était pas forcément révolutionner la totalité de son intérieur. Quentin Chaline, vous avez eu des exemples de petits budgets auxquels il a fallu composer? Oui, moi ça m'arrive à Paris quand on fait appel à moi juste pour une salle de bain ou une cuisine, juste un espace. Parfois c'est même juste une entrée réoptimisée, créer des rangements, etc. Ça arrive souvent. J'avoue que moi là je viens d'installer un bureau chez moi pour pouvoir monter les vidéos et tout de chez moi, dans le salon. C'était pas une bonne idée de le faire seul. On s'en rend compte après. Là, c'est clair, parce que là j'ai juste un espèce de bloc noir au milieu de mon salon. Sympa. Je vous ferai une photo. Oui, avec plaisir. Et on pourra peut-être te donner 2-3 conseils. Un exemple peut-être, Quentin, de... Moi, c'est pas vrai dans ma souche parce que je travaille qu'avec des marques en fait. Donc en fait, ils ont un budget qui est alloué à ça. Par contre, il faut leur faire comprendre que c'est un investissement, c'est pas juste une dépense qui leur rapportera rien derrière. Donc c'est juste ce côté-là à leur expliquer pour dire que s'ils investissent plus dès le début, qu'ils mettent plus de moyens pour faire des travaux plus conséquents et ça va leur apporter derrière plus d'argent, plus de visibilité, une meilleure fonctionnalité. Donc voilà. Mais c'est assez facile à leur faire comprendre. D'accord, alors c'est bien, ça embraye sur le troisième préjugé. Ils imposent leur style. Il y en a. Ah oui, il y en a quand même. Et il y en a qui sont choisis pour ça d'ailleurs. Tu vois, il y a certains archis d'intérieur qui sont choisis pour leur style, etc. Et c'est très bien. Et je pense qu'on a tous un peu notre patte quand même, malgré tout. Au fil des années, ça se crée. En tout cas, moi, on me dit qu'on reconnaît mon style, donc je le vois pas spécialement, mais voilà. Mais tu t'adaptes. Moi, en tout cas, je fais en sorte de m'adapter à mes clients. S'ils veulent quelque chose en particulier, je les accompagne. C'est plus, j'essaye de faire en sorte que ce soit pérenne. J'essaye de faire en sorte que ce soit pas non plus trop marqué dans l'air du temps sur des choses qu'on voit très souvent et qui sont très vite sorties sur des grandes marques de distribution type Leroy Merlin, Ikea et tout. Quand ça commence à sortir là-bas, c'est que ça va plus vous allez vous enlacer très vite, je trouve, personnellement. Donc voilà, j'essaye de les accompagner là-dessus, mais oui, je pense il y en a qui ont leur style et c'est possible, mais tu peux aussi accompagner sans ça. J'aime beaucoup l'avis personnel de oui, en effet, une fois que ça sort un petit peu en accès grand public, les gens commencent à s'enlacer parce qu'on le voit partout, quoi. Complètement. J'entends. Après, t'as des grands classiques et puis t'as des choses plus éphémères. Ouais, voilà. Alors, la quatrième. Ils ne savent pas gérer la technique et les travaux. Pas à Créade, CF du coup. Question 1. CF question 1. Fin de citation. Et enfin, c'est un métier facile ou pas sérieux. C'est ressorti un peu. Facile. Alors franchement, tu fais un micro-trottoir, une sortie de créade sur une semaine de partiel ou sur une semaine de présentation de projet. Facile, c'est pas le premier mot qui vient. Pour avoir eu la chance de croiser tes étudiants il y a quelques semaines, un peu par hasard à Lyon, puisqu'on avait un même truc le même jour au même endroit, ils n'avaient pas l'air d'être dans un mood où c'était facile. C'est clair. En présentation de diplôme, avec l'enjeu, tu vois, de fin de cursus, de valider. J'ai vu ça, des visages décomposés. Alors pas que c'est dur, mais c'est juste que quand tu finis ton cursus et que c'est le dernier examen de ta vie, c'est dur. Évidemment, c'est quand même assez normal. Mais de toute façon, le truc de c'est facile ou c'est un peu amusant, tous les métiers où ça demande de la créativité, souvent on est vu comme ça. Oui. Techniquement, non, moi je dirais plutôt, tu vois, être architecte d'intérieur, c'est pas facile. Il faut être endurant, il faut être un peu tenace, il faut faire preuve d'une certaine forme de pugnacité, de dextérité aussi, de dextérité, de rigueur, de patience. Tu vois, c'est pas. Alors il y a la créativité et ça c'est super. Mais il y a tout ça aussi. Oui, c'est clair. Quand tu suis un chantier, tu vois, c'est quand même une lourde responsabilité que tu as sur les épaules, quoi. Si ça se passe mal, s'il y a un truc technique ou quoi, faut l'assumer. Donc non, je trouve pas du tout que c'est un métier facile. Ok, j'aime beaucoup. Ça m'a proposé dans ma tête une question hors thème. Est-ce qu'on est tous créatifs et que ça se développe? Ou est-ce qu'il y a des esprits créatifs et d'autres qui ne le sont pas? C'est une take complètement, chacun prend position. Parce que c'est un débat que j'ai eu hier soir avec un ami et on n'était pas d'accord.
Moi, je pense qu'on est créatif. On le devient pas. On développe son côté créatif, mais la créativité, c'est quelque chose qu'on a en nous ou qu'on n'a pas. Je suis d'accord. J'ai pris cette take-là hier aussi. Mais par contre, tu peux vraiment le développer avec le temps. Ouais. En fait. Mais il faut avoir cette petite base quand même qui fait que... Parce que si on n'est pas créatif, on n'a juste pas envie d'être créatif. On reste dans la normalité et puis basta. Mais je pense qu'au-delà d'être créatif, faut surtout être curieux en fait. Complètement, ça va avec. En fait, c'est rester ouvert à plein de choses. Regarder quand tu es dans un feu rouge dans ta voiture, regarder l'intérieur des appartements quand ils sont éclairés le soir, faire des expos, lire un bouquin. En fait, c'est être... la créativité s'alimente et du coup se développe, ça c'est sûr, et tu te nourris. Je pense qu'il y a quand même une espèce de terreau départ, je reviens toujours à mon terreau, mais il y a une fibre, il doit y avoir une fibre quand même. Je pense. Ma vision, c'est que si tu as un truc évident devant toi, mais que tu préfères regarder un peu les nuages et ce qui se passe autour, c'est que tu as un peu esprit créatif. Souvent, c'est un peu ça. Un peu perché. Oui, voilà, il y a un côté un peu comme ça non, c'est pas que je suis en train de rien faire, c'est que je cherche des idées, quoi, et je les cherche un peu ailleurs. Mais c'est ce qu'on dit, l'architecte d'intérieur, voilà, pour certains, l'architecte d'intérieur, il a les 2 pieds bien ancrés dans le sol et la tête dans les nuages. C'est beau, c'est beau. Et ben c'est parti pour le deuxième grand thème d'aujourd'hui, les grands défis du métier d'architecte intérieur aujourd'hui. La question, elle est incroyable parce que vous êtes 3, je suis désolé de le dire, générations un peu différentes en termes d'architecture intérieure. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça. Comment le métier il a évolué en 25 ans ? Puisqu'il y a à peu près 25 ans qui séparent vos diplômes. Voilà pourquoi j'ai écrit cette question comme ça. Ok. Moi, je dirais qu'il y a des enjeux. Alors, déjà, il y a encore une fois une conscience collective qui est beaucoup plus tournée vers ce domaine-là, en fait. Et je pense, encore une fois, pardon de revenir sur la période Covid, mais je pense que ça a été aussi un catalyseur. C'est-à-dire que on a toujours aimé vivre chez soi et avoir un intérieur. On plaisante toujours, mais je suis architecte d'intérieur et je vous propose un projet convivial et chaleureux. Encore heureux. Voilà. Mais de tout temps, tout le monde a toujours cherché à créer chez soi un cocon, un refuge. Et je pense qu'au fur et à mesure des années qui ont passé, la limite aussi entre la sphère pro, la sphère privée, elle a eu tendance à la fois à se gommer. Okay. On ramenait du travail à la maison, voilà. Finalement, le pro, le perso se mélangeait. Finalement, il y a eu un retour à une scission qui est quand même nette, voilà. Et l'intérêt, en tout cas, de tout à chacun pour des fameux intérieurs waouh, des lieux waouh, l'expression consacrée, on recherche ça. Donc, je pense que ça a été crescendo. Ok. Une deuxième question, peut-être pour toi Charline, je te mets sous le bus. Voilà, c'est pour toi. Quelles sont les évolutions les plus marquantes entre quand tu as commencé et maintenant ? Il y en a plusieurs. Là, je trouve que la plus marquante à l'instant T, ça va être l'arrivée de l'IA. Oui. Il y a tout ça et ça commence à se développer sur notre métier. Alors moi, vraiment, je n'ai pas de crainte là-dessus parce que je trouve que notre créativité, notre patte, etc., elle sera jamais, l'IA ne pourra jamais la recréer. Par contre, ça peut nous accompagner sur des choses, ça nous facilite la tâche. Honnêtement, même moi, depuis que j'ai commencé à travailler, donc ça fait 11 ans, je vois maintenant avec l'IA qu'il y a des choses qui me facilitent largement la tâche. Et deuxième chose aussi, il y a une chose, et moi ça me tient vraiment à cœur aussi, c'est tout ce qui est écologique en fait. Faire en sorte, j'essaye d'accompagner au mieux mes clients pour qu'on recycle des choses, que tout parte pas à la benne, qu'on prenne des matériaux qui soient pérennes et durables. Et ça pour moi c'est hyper important. Et tu vois, typiquement il y a 11 ans, c'était beaucoup moins le cas. Donc voilà. Ils sont demandeurs. Aujourd'hui, ils sont davantage que précédemment, ils sont beaucoup plus demandeurs. Oui. En fait, ça paraît évident. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on avait peut-être moins de vision sur tout ça. Alors, sur l'IA, évidemment que non, mais sur tout ce qui va être écologique, etc., on fait plus attention maintenant, c'est sûr. Clairement. Toi, Quentin, t'es né dedans. Oui, moi j'ai connu les nouvelles normes, donc on était obligé de respecter aussi une certaine conscience écologique quand on fait nos projets, quoi. Donc, j'avoue que moi, j'ai pas d'évolution pour l'instant, mais... on verra. Et l'IA, est-ce que la question elle est à l'envers pour toi ? Est-ce que tu connais des collègues à toi de ta génération qui ne l'utilisent pas du tout ? Il y en a qui l'utilisent pas du tout, il y en a qui l'utilisent trop.
Je pense qu'il faut vraiment avoir un juste milieu. L'IA, c'est bien pour t'aider à te faire gagner du temps sur certaines tâches, mais c'est pas fait pour tout remplacer non plus. Et après, il faut apprendre à l'utiliser, l'IA. Si on lui demande juste quelque chose sans forcément la programmer, entre guillemets, on n'aura jamais le résultat qu'on attend. Donc, Voilà. voilà, c'est intéressant. C'est comme une recherche Google. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Enfin, au final, c'est comme une recherche Google. Si tu mets pas les bons mots, si tu fais pas ta recherche correctement, tu trouves pas ce que tu veux. Ouais, je suis complètement d'accord. Dans nos métiers aussi, plus d'images et de création de contenu, c'est un peu pareil, quoi. Ça peut être un outil, mais ça nous remplacera jamais vraiment complètement. Ah ouais, quoi. non, c'est clair. Par contre, ça fait gagner beaucoup de temps. Oui. Je sais que quand j'arrive ouais. pas à faire un truc sur le logiciel, je demande à ChatGPT, il m'explique, il me fait un tuto, c'est vachement bien. Ah ouais, non, ouais, ça c'est top. Ah bah, C'est clair. typiquement, les 5 préjugés du jeu d'avant, c'est ChatGPT qui les a Voilà, bon bah. Il n'y a pas de secret, hein. C'est quand même le plus simple pour avoir un résumé concis de l'idée que je voulais me faire. J'allais quand même pas fouiller, entre guillemets. Ça, c'est une phrase qui est complètement folle aujourd'hui. J'allais quand même pas fouiller tout Internet pour vous faire un vrai top 5. Bah non, il y a quelqu'un qui peut me le faire en 10 secondes. Plus Ouais. rapide. C'est ça. Et forcément, là, j'aurais pas fait mieux que lui, techniquement, parce que c'était juste une question technique de stats, de recherche. Donc oui, dans ces cas-là, c'est bon d'utiliser. Trop, c'est peut-être pas la bonne idée. Ouais, non, Mais c'est quelque part, c'est à l'image des logiciels aussi. Quand avant, il n'y avait pas des logiciels Mhm. d'imagerie et qu'on on faisait tout à la main, les croquis, etc. Bon, bah, on y passait du temps sur ces croquis. Mhm. Là, maintenant, alors, on y passe du temps aussi sur la 3D parce que quand on veut des rendus photoréalistes, il faut y passer du temps. Mais c'est pareil pour les tracés de plans. Avant, tu te retrouvais avec des agences qui avaient des kilomètres et des kilomètres de papier et de dessinateurs projeteurs à la main. Quand AutoCAD est arrivé, alors ces gens-là, ils n'ont pas perdu leur emploi. Ouais. Ils ont juste travaillé différemment. Ouais. Et au lieu de faire à la main, T'as dit quand AutoCAD oui, Ouais. Guilty, je n'ai pas. Qu'est-ce que c'est un logiciel de plan. Un logiciel Ok, de d'accord. plan. AutoCAD, d'accord. Ouais. Et en fait, ils ont appris à dessiner et à tracer avec une souris et sur un écran. Ah, Quand avant, ils dessinaient à la main, mais ils n'ont pas perdu leur emploi. C'est vrai que c'est marrant. fou de penser à cette époque où quand on Mais oui. traçait à la main, nous à l'école, oh là là, mais comme je... Alors, on trace toujours à la main à l'école. Ah hein. ouais, quelle C'est très long, horreur. ouais. En première année, on Vraiment, trace toujours à c'est la main. horrible. Ah, le ressenti. C'est de la torture. Ah, vraiment. mais c'est marrant parce Non. que l'école, c'était il y a 10 ans, à peu près. Plus maintenant, Un ma peu première plus. année, c'était il y a 15 ans. Et du coup, le ressenti, il est encore bien là. Il est Ah ouais, encore non, bien présent. j'ai un traumatisme de ça quand tu grattes avec ta lame de rasoir et que ça te troue ton plan. Il faut tout recommencer, ouais. Et alors ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que quand tu Oh là grattes ton là. plan, quand tu grattes ton tracé avec la lame de rasoir sur ton calque, et que non seulement ça perfore le calque, mais qu'en plus tu te coupes, Ah oui, en plus. Oui, c'est clair. Ah non, Jamais eu ça, moi, pour le coup. Ah, c'est marrant. je me suis c'est- jamais coupé non plus, mais ouais, non, mais traumatisme de ça. Vraiment que des exemples de vie que je n'ai pas et je trouve génial. Je te le souhaite quoi. pas. Ouais, non. mais là déjà quand je vois ce qu'on a sur la table devant nous là, je ne serais pas capable de faire ça. Clairement, bravo pour tout ça. Il y a plein de matos que je ne connais pas. Là, avant qu'on enregistre, vous m'avez montré cette règle qui, je écorchais le nom dès la première fois que j'ai utilisé. J'ai appelé ça un catch. C'est un Catch. Catch. Voilà, j'ai compris l'utilité de toutes les mesures possibles, inimaginables, pourquoi pas. Je ne saurais même pas comment vraiment m'en servir proprement. Mais c'est tout un art en fait, votre art à vous. Je trouve ça trop cool. Et c'est marrant, la question que je voulais poser juste après, c'est comme si tu avais écrit la structure, Anne. Parce que la question d'après, c'était les outils, les méthodes qui ont évolué, les logiciels, maquettes virtuelles, passage au croquis 3D et tout. C'est arrivé quand ça à peu près? Pour que je me fasse une idée, pour qu'on se fasse tous une idée. alors là, il faudrait demander à ChatGPT Ouais. ou Google, tu sais, date de création AutoCAD, date de création SketchUp, Twinmotion et compagnie pour faire du photoréalisme. Ouais, Mais C'était déjà là quand j'étais à l'école, donc... c'était déjà là. Ah Oui. ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est juste que vous l'avez. Heureusement. Ok. T'aurais pas fait ce métier s'il n'y avait pas eu tous ces aides. Ah non, je me suis pas posé la question de ça, mais quand tu as connu vraiment les plans à la main et que tu passes à l'ordi, je peux t'assurer que tu es très content d'avoir un ordinateur. Oh, le vraiment. trauma. Complètement. Le trauma, il est perceptible. Ah mais il est vraiment réel, ouais, ce trauma. Après, on l'a subi comme ça parce qu'on savait qu'il y avait une possibilité plus. plus simple de le faire. Mais je pense Vraiment. qu'à l'époque, quand on faisait tout à la main, c'était normal. Donc, il n'y avait pas ce manque, on va dire. Ok. Après, ça t'apprend la patience et tout. C'est Ah pas ouais. ma qualité première, hein, donc D'accord. vous l'aurez bien compris. Donc du coup, voilà.
voilà, c'était très bien passé en deuxième année du coup. Ok, bah super. Bah, on a bien avancé sur ce thème. On est beaucoup parti sur l'IA, c'est assez marrant, mais c'est une évidence. C'est vraiment l'actu. Ouais. Bah, je vais vous proposer un jeu. Et alors là, c'est un jeu où vous êtes les uns contre les autres. Ok. Chacun pour sa pomme. Ça s'appelle Devine le lieu. Oula. En gros, je vais vous lire une question. Enfin, c'est une affirmation. Tel un présentateur à la retraite bien connu d'une chaîne de télévision qui finit ses phrases par je suis. Voilà. Okay. Et il faut me retrouver les lieux. Et évidemment, c'est des lieux qui ont probablement été réhabilités récemment ou il y a quelques temps, etc. Donc, c'est pour tester un peu votre culture. Super. Je suis fiche à ça. Moi aussi, je suis Il y en a 3, donc potentiellement une bonne réponse chacun. On y croit. On s'attend. C'est en France ? Ils sont toutes en France. Ok. Je suis une légende de la Croisette, un palace centenaire aux courbes emblématiques. J'ai accueilli stars, présidents et de tapis rouges. Mais en 2023, j'ai fait peau neuve. Le Majestic, non ? C'est pas ça ? Non. Réhabilité avec audace et raffinement par un certain Tristan Hauer, je me suis offert un nouveau souffle entre splendeur, belle époque et élégance contemporaine. Mon lobby a fait sensation, récompensé par plusieurs AED Awards. Je suis sur la Croisette. J'ai pas le nom. Je suis un hôtel. Oui. Tristan Hauer. Oui, mais je le vois. Oui, moi aussi, je le vois. C'est l'hôtel Carlton. C'est le Carlton. À Cannes. Ok. C'était voilà. le plus simple. Très content. Du coup, je vais partir. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Non. Je suis une institution gastronomique perchée au-dessus de la scène. J'ai vu défiler des présidents, des stars, des chefs étoilés. Depuis le XVIe siècle, je fais rimer tradition et excellence à la française. En 2022, l'architecte Franklin Azy m'a offert une cure de jouvence, un nouvel écrin raffiné, respectueux de l'histoire, mais résolument contemporain. Ma vue sur Notre-Dame est légendaire et ma cave titanesque. Je suis. Je passe pas la tour d'argent. La tour d'argent, un point. Et je t'offre ce catch. Ah, c'est gentil, merci. En plus, tu n'en avais pas, je pense. J'en ai au moins 4 à la maison. Ouais, vous avez entendu ma petite hésitation avant de dire le nom de... Oui, voilà. Non, mais tu l'as bien dit. Enfin, pour finir... Je suis un lieu de culture, de diplomatie, de rayonnement à la française. Je suis né dans une ancienne imprimerie du 7e arrondissement de Paris, entièrement repensée sur 2900 m². En 2024, j'ai rouvert mes portes dans un décor contemporain, ouvert, lumineux, un aménagement signé par le duo du Studio Rêve, Sophie Tuillier et Cristiano Benzoni. Je suis un espace modulable, pensé pour le partage, la rencontre et la création internationale. Je suis. C'est pas le palais de Tokyo ou un truc Non, là je l'ai pas, moi. Ah, moi non plus. C'est l'Institut français. Ah non, alors là, j'aurais pas. Voilà, donc bilan des j'en ai courses, niveau culture. Ouais. Voilà. Bon, celui qui est sorti d'école le plus récemment a la bonne réponse. Et ben je suis content, même moi j'ai pu vous apprendre un ou deux trucs aujourd'hui, ça me fait plaisir. On va attaquer sur la troisième partie, qui sera un peu plus courte je pense, mais c'est quelles sont les étapes d'un projet. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe à partir du client jusqu'à le rendu fini. Est-ce que c'est possible de faire ça en mode concis? Non, c'était pas visé. Pas du tout. Est-ce que vous arriverez à m'expliquer à partir de du premier contact jusqu'au rendu final, quoi? Combien de temps ça prend? Enfin, ça dépend du projet, j'imagine. Ouais. Mais... C'est relatif vraiment à chaque projet, ça. Mais après, il y a toujours la rencontre avec le client. Donc après, comment est-ce qu'on l'a connu? Bon, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être via les réseaux, peu importe. Après, donc, il nous explique son projet. Nous, est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous plaît pas? Et après, moi, je fonctionne comme ça. Hein. Je prends un projet s'il me parle. Sinon, je le prends pas. Okay. Et en fonction, on discute. Moi, ce que j'aime faire, c'est apprendre leur personnalité. Parce que du coup, je retranscris cette personnalité dans le lieu. Et après, en fait... je leur demande déjà s'ils ont des premières idées. Et derrière, moi, après, je leur fais les premiers plans, les premières idées que j'ai. Si on valide, et après, on part un petit peu plus en prod où on va détailler un aménagement qui va être fixe et qui, derrière, va nous permettre de faire tous les autres plans techniques et toute la déco jusqu'à la fin du projet. Voilà. Okay. Mais il y a différentes phases, mais ça dépend. Moi, je sais qu'il y en a qui ont 4-5 phases, il y en a qui ont 3 phases, ça dépend. C'est la phrase qui m'a le plus marqué, je pense, c'est quand tu as dit « Je prends les idées plus ou moins du client ». La vision un peu du client et après c'est comme si tu te mettais un peu dans sa peau pour voir ce qu'il veut lui. En fait moi ce qui m'intéresse c'est vraiment
de comprendre la personne avec qui je travaille, et si je match avec elle, ok, on travaille ensemble. Sinon, je sais que ça va pas marcher à un point, et je préfère l'orienter vers quelqu'un d'autre qui saura répondre à ses vrais besoins, quoi. Donc je peux perdre quelques clients, mais après c'est pas grave, hein. Ouais. C'est assez marquant. Mais au-delà de l'approche technique qu'on évoquait au départ, il y a aussi et surtout une approche sensible. Oui. Alors il y a aussi et surtout, en fait tout est mêlé. L'esthétique, la créativité et puis la technique, la faisabilité, c'est deux notions, deux items qui de toute façon doivent avancer en même temps, qui s'alimentent, qui s'auto-alimentent aussi mutuellement. Et cette approche sensible, parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup de technique, mais il faut aussi habiller tous ces volumes. Ouais. Il faut les revêtir, il faut les habiller, il faut les meubler. Et en règle générale, alors, je parle souvent le parasol dans le cocktail. Ouais. Le parasol dans le cocktail, il n'enlève rien à la qualité de ton cocktail. Ouais. Mais il lui apporte une saveur supplémentaire. Ouais, c'est marrant ça. Okay. Et quelque part, un projet abouti, et je comprends cette approche qu'expliquait Quentin, c'est que s'il y a des choses qui nous parlent, on a un point de départ client, on a un besoin, on a des envies, des attentes. Les envies, les besoins, on les identifie, les attentes, il faut aller les chercher. Et on va travailler autour de celles-ci. Et si elles matchent effectivement avec notre vision, avec nos valeurs, avec notre sensibilité, on pourra être d'autant plus pertinent et répondre d'autant mieux, finalement, à la demande première du client. Ah, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. J'étais en train de me demander comment vous arrivez à traduire vos envies à vous, mais par rapport à ce qui est matériellement faisable en fonction des besoins de vos clients, quoi. Enfin, de son budget, etc. J'imagine qu'à un moment, vous avez une vision des envies exactement de ce que vous aimeriez faire, mais que vous avez des contraintes. Comment vous le gérez ça Le vieil adage dit c'est de la contrainte que naît la créativité. D'accord, voilà. Je l'ai. Ouais, c'est des fois les compromis sont vraiment forts. Tout le temps. Il y a tout le temps des compromis, sur tous les projets en fait avec les clients. Après, je pense que c'est une question, comme disait Quentin tout à l'heure, je le rejoins beaucoup. C'est une question de feeling et je pense que après, tu as la chance ou pas de choisir tes clients. Moi, de plus en plus, maintenant, je fais aussi en fonction du feeling au premier abord, parce que tu vas te suivre pendant des mois. Et si jamais il n'y a pas un bon contact avec la personne, si tu vois que la personne ne te fait pas confiance dès le début, qu'elle est craintive, etc., ce que je comprends, puisqu'on parle quand même d'argent, on parle de leur maison, quand on parle de particuliers, même sur des restos, peu importe. Du coup, c'est hyper important de faire des compromis avec la personne, mais de pouvoir quand même les amener là où tu souhaiterais les emmener, là où tu penses que c'est le plus juste. Après, c'est pas forcément toujours le cas, mais t'amènes quand même certaines choses en douceur, quoi, tout simplement. Ah, c'est hyper intéressant. Parce que t'as les contraintes, t'as les contraintes techniques de ton lieu, t'as les contraintes budgétaires de ton client, t'as les contraintes de faisabilité. Parfois, t'as envie d'un truc et c'est techniquement pas réalisable. Ou il n'y a pas le budget. Ou il n'y a pas le budget. T'as des contraintes réglementaires, t'as des contraintes législatives. Enfin, tu parlais des normes tout à l'heure, Quentin, mais il y a tout ça. J'ai un exemple qui m'est venu, puis t'as les préjugés aussi, beaucoup. Tu parlais de préjugés en introduction. On avait un client à une époque qui voulait refaire son appartement et qui voulait du travertin, donc du marbre, partout. Depuis l'entrée jusqu'aux chambres, dans la cuisine, dans le salon, enfin vraiment en all over. Vraiment 100% travertin. Classe. Voilà. Très classe. Oui, voilà. Et on me dit, mais vous êtes sûr dans les chambres ? Ah oui, mais enfin, vous savez que premier contact au réveil, quand vous allez sortir du lit et que vous allez poser vos pieds sur le sol, ça va quand même être froid. On mettra des tapis et tout. Et on a fait un test. Okay. Parce qu'on était persuadés qu'en fait ils étaient dans une certaine forme de préjugés. Et en fait, on est allé chercher chez le marbrier, on est allé chercher des grandes dalles de travertin, on les a posées dans l'agence et on a demandé lors d'un rendez-vous avec le client qu'ils enlèvent leurs chaussures, qu'ils enlèvent leurs chaussettes et qu'ils marchent pieds nus sur le travertin. Et on a reproduit finalement ce qu'ils allaient connaître le matin au réveil. Et là, on se dit, ah mais ça va pas pouvoir être possible. Bah oui, c'est exactement ce qu'on vous dit depuis un moment. Sans déconner. Voilà. Ah ouais. En fait, il faut le justifier tout le temps. Quand toi, tu sais intimement, tu es persuadé de quelque chose, et effectivement, là, comme disait Anne, je la rejoins, si jamais tu le justifies et que tu leur montres, tu leur expliques, en fait, les gens, ils sont pas bêtes. S'ils font appel à toi, ils ont... Voilà, c'est pour ça que je disais que la notion de confiance est aussi très importante. C'est marrant, on a exactement les mêmes contraintes
pour moi en création de contenu, parce que ça va dépendre de la vision des gens, des budgets, etc. Et il faut toujours leur expliquer, faire comprendre que on fait ça. C'est la bonne solution. Ouais, c'est la bonne idée, il faut nous faire confiance. Et alors nous, on a quand même cette chance de pouvoir produire quelque chose, le montrer et dire si ça vous va pas, on l'enlève. Vous, c'est un poil pas plus compliqué. Si c'est posé, c'est posé. Le travertin à retirer, la galère. Après, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à un architecte, c'est pour avoir son expérience et du coup éviter de faire des erreurs. C'est comme toi et ton bureau. Peut-être que si tu avais fait appel à un architecte, tu n'aurais pas eu un bloc noir que tu aurais mis en garde avant. Ouais, je vais vraiment vous faire la photo et on en rigolera tous ensemble. Mais je l'ai peut-être sur mon téléphone, je fouillerai après. Et c'est marrant, Anne a encore pré-shot la question qui décidément. C'était est-ce que vous avez une anecdote drôle ou un peu folle sur un projet? Bon, le travertin, merci, absolument merveilleux. Est-ce que Charline, tu as une anecdote folle, un truc un peu drôle qui t'est arrivé sur un projet? Ouais, d'ailleurs, si ma cliente regarde ça, je pense qu'elle se reconnaîtra. Oui, j'ai eu un projet où, en fait, il y a toujours un moment où tu as des contraintes budgétaires dans des projets, ce qui est tout à fait normal. Et on était en train de finaliser notamment la commande de cuisine. Et le plan de travail devait être commandé en Decton. Donc, c'est un revêtement en céramique qui fait partie des plus hauts de gamme. J'explique. Merci d'avoir expliqué. Je pense que tu as vu mes yeux en fait sur le Decton. C'est les choses les plus hauts de gamme qui existent au niveau des cuisines, des plans de travail. Donc forcément, c'est un budget. Et en gros, la cliente se demandait si elle n'allait pas passer sur quelque chose en stratifié. Donc exactement ce qu'on a sur cette table-là. D'accord. Qui est beaucoup moins quali. Ce qui fait un peu moins. Je suis désolé de vous accueillir là-dessus. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais du coup, c'est chaque matériau pour chaque usage. Oui, c'est complètement. Mais c'est juste que tu peux pas poser ta casserole dessus. Enfin bref, il y a des contraintes. Forcément, c'est pas le même budget, voilà. Et en gros, moi, je lui ai expliqué. Je pense que vous avez le budget. Je savais quel budget elle avait, etc. Je pense que ce serait mieux que vous mettiez ça. C'est plus pérenne en termes d'entretien, c'est beaucoup mieux. Donc je lui explique tout le listing de pourquoi je trouve que c'est mieux de prendre du Decton. Et après réflexion, elle m'a envoyé un mail le soir, il devait être minuit, je reçois le mail. Bonjour Charline, j'ai bien réfléchi, vous m'avez convaincue, je vendrai des photos de mes pieds s'il le faut, mais je prendrai ça et tout. Et du coup, j'ai trouvé le mail hilarant. Bah ouais. Et voilà, ma petite anecdote qui était très drôle. Vendre ses photos de ses pieds pour payer son plan de travail. C'est très... Je sais pas si elle l'a fait. Peut-être on a posé le plan de travail. J'allais dire que peut-être maintenant c'est du premium. Elle fait des photos de ses pieds sur le plan de travail. C'est possible. Une petite anecdote un peu folle, mais alors forcément c'est plus récent. Ouais, je viens de débuter, donc j'ai pas vraiment d'anecdote. Il y a eu un truc en stage où on a eu une cliente qui était assez particulière, qui en fait avait un budget extensible à l'infini. Donc on a commencé avec un budget fixe, donc on a fait le projet par rapport à ce budget-là. Faut que tu nous présentes cette personne. Oui, en plus elle était adorable, sincèrement, c'était une très très belle personne. Et en fait, au fur et à mesure qu'on propose des trucs, elle nous envoie d'autres inspi qui sont plus chers et elle dit non mais c'est pas grave, on prend. Et puis même, par exemple, pour les peintures, on faisait du contre-typage. Et elle a dit non, on va prendre la marque. Et puis en fait, tout ça, et elle rajoutait. C'était impressionnant. Et c'était sans fond. Incroyable. Mais du contre-typage ? Oui, c'est quand on doit faire des petites économies sur un chantier, en fait, on prend une référence de peinture et après, en fait, le peintre va lui faire son petit mélange pour se rapprocher au maximum de cette teinte. Ok. Voilà. On va enchaîner sur un petit jeu, un petit dilemme créatif justement. C'est un petit jeu qui est sorti de ma tête et pas de ChatGPT. J'ai 3 bouts de papier, hop, au hasard. On regarde regardez chacun votre tour, mais surtout vous répondez à la question. Vas-y Charline, tu commences. Qu'est-ce qui est écrit sur ton papier et comment tu réagis à ton dilemme? Votre client possède un lieu historique incroyable, mais souhaite une rupture contemporaine audacieuse au risque de choquer. Que faites-vous? Compliqué comme question. Je trouve ça intéressant. En fait, moi j'aime beaucoup quand il y a un mélange de contemporain et d'historique. Je trouve qu'on peut quand même amener des touches contemporaines dans des lieux historiques. Pour moi, il faut quand même préserver l'âme des bâtiments, c'est primordial. On en revient toujours aux choses que je te disais tout à l'heure, mais c'est aussi un contexte écologique, le fait de garder, de préserver les choses. À l'époque, il y avait quand même des matériaux qui étaient plus nobles, donc on peut les rénover, etc.
En revanche, je trouve que ce contraste entre contemporain et historique, il est vraiment fascinant et ça peut être vraiment très très beau et très bien traité. Voilà, faut juste avoir la juste dose entre les deux. Ok. S'il te demande un truc complètement fou barré qui va détruire l'ancien. Alors, détruire l'ancien. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Non, mais après, ça c'est bien dépend d'avoir pourquoi, ton- ça dépend du contexte. Il y a plein de choses, tu vois. Si jamais c'est une œuvre d'art, etc. Enfin, Ouais. c'est vaste comme question, tu vois. Ah bah. Tout n'est pas. Enfin, tout dépend vraiment du projet. Je pense qu'il faut quand même vraiment préserver. Enfin, quand tu as un bel ancien, un beau lieu historique, il faut le préserver. Et rien n'empêche de venir ramener une belle touche contemporaine aussi, qui peut prendre le dessus parfois, mais en gardant certains matériaux, je sais pas, certaines choses, la bâtisse, voilà. Je pense que. Trop bien. Mais en fait, la question. Si j'ai bien répondu. Mais juste, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Le but, c'est de faire une question qui te fasse sortir ton côté perso. Genre, qu'est-ce que t'aimes pas, et d'être honnête. Merci d'avoir été honnête. Genre, si on te demandait de détruire un truc historique, tu refuserais. Je refuserais le projet. Ouais, voilà. C'est Voilà, ça, la réponse. voilà où je voulais en venir. Du coup, je refuse le projet, mais merci d'avoir proposé. Même si le budget est illimité. Ouais, bon, après, tu réfléchis aussi. Mais... Ouais, après, ça va pas avec mes valeurs perso. Donc, c'est ça aussi le problème. Bah, c'est tout à ton honneur. C'est top. Merci beaucoup. T'as eu quoi comme question, Quentin? Eh ben, j'ai eu votre client est incroyablement riche, donc ça se rejoint Tiens avec mon donc. anecdote. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Et ils me disent, mais souhaite faire importer les meilleurs matériaux des 4 coins du globe, que faites-vous? Bah déjà, je reprends mon contrat et je regarde si j'ai pris un pourcentage, enfin si mes honoraires c'est au pourcentage ou à la formule. En fonction, je prends en pourcentage du coup. Ok, alors j'ai pas du coup la référence de ça. En fait, quand on prend un projet, on a différents types de manières de se faire rémunérer. Soit on prend en pourcentage du coût global des travaux, soit on fait des formules pour tel type de prestation. Ok. Donc en fonction, voilà, c'est pas la même chose. Plus les travaux coûtent cher, plus c'est plus intéressant. C'est rémunérateur, voilà. c'est au pourcentage. C'est au pourcentage. D'accord. Voilà. J'avais jamais entendu parler de ça. Ok, d'accord. Voilà, Trop déjà bien. première étape. Et après, c'est full honnête. J'adore. Oui, oui. Et je sais pas, je pense que déjà j'essaye de voir un petit peu lui qu'est-ce qu'il entend par les plus beaux matériaux, parce qu'on n'a pas tous la même définition. Ouais. Et en fonction, j'essaie de trouver des fournisseurs, de voir comment les faire venir de manière écologique non plus, parce que le but c'est pas de détruire toute la faune et la flore juste pour un caprice. Donc voilà, mais j'essaie de voir ce qui est faisable, et en fonction, pourquoi pas prendre un avion et puis aller voir sur place les matériaux, l'emmener avec moi, et on se fait un petit road trip, j'en profite. Là, il faut vraiment un budget limité. Ouais. Là. Ah bah c'est le but, hein. Oui, riche, c'est sur la question. On profite, on fait un petit voyage, et puis on va voir ensemble les matériaux, comme ça on peut les toucher, on peut les ressentir, et puis voir si effectivement ça se projette dans son lieu ou pas. Ok. Mais tu vois, pour rebondir, à une époque, tout le monde voulait du Wenge. Ouais, chez lui. C'est vrai. C'est vrai. Du quoi? Du Wenge. W-E-N-G-E. C'est un bois exotique qui a une couleur très chaude. Alors tu vois, l'acajou c'est très rouge. Oui, d'accord. Là on est plus brun, mais très chaud, avec une fibre très agréable. Sauf que c'est un bois tropical. Ouais, donc il faut le faire venir. Et puis bon, ça posait aussi des questions de déforestation, etc. Évidemment. Et c'est du bateau, quoi. Oui. Il y a pas mal de bateaux. Oui, et puis après, tu as des solutions qui existent et qui sont complètement autres. Alors c'est un truc qui va pas parler, mais ce qu'on appelle du bois rétifié, en fait, c'est du bois d'un chêne, voilà, de nos régions. T'as encore visé juste. Je n'avais aucune notion de bois rétifié, mais j'adore. Et en fait, il y a un traitement thermique. Tu le fais cuire dans un bain de vapeur, avec différentes étapes, et en fait, il se teinte naturellement. Et à une époque, plus pour remplacer le Wenge d'importation, on utilisait du bois rétifié, donc des bois locaux de nos contrées, de nos régions, qui subissaient cette modification. Donc tu n'avais plus la problématique de l'acheminement, ou en tout cas un acheminement beaucoup plus réduit et peut-être beaucoup plus vert. Alors il faudrait voir dans la balance qu'est-ce qui coûte le plus cher, qu'est-ce qui coûte le plus cher, pas forcément en termes de prix, mais en termes d'empreinte carbone. Ouais, forcément. Voilà, sur tous ces traitements ou de faire venir par bateau.
J'étais en train de me dire que je vais tellement me la raconter en soirée maintenant et faire Alors, c'est du Vengué ça ou c'est du bois rectifié. Après, ça court pas les rues, le Vengué. Oui, d'accord. Ouais. C'est très cher. Comment on calcule quand on dit que c'est très cher, c'est au mètre carré, comment ça se gère ça? Ça dépend des matériaux. Tu as des matériaux mètre carré, tu as des matériaux mètre linéaire. Ça dépend. Au mètre linéaire, d'accord. Ouais. Ok. Bah, les rideaux, c'est au mètre linéaire. Oui, le oui, tissu, c'est au mètre linéaire. L'appartement où je vis n'a pas de rideau. n'a pas de rideau changé depuis que je suis arrivé. Non, en fait, ma proprio est architecte d'intérieur. Mais j'avais complètement oublié cette notion. Mais moi, c'est un peu comme si j'avais choisi cet appart sur catalogue. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais plus que les valises à poser. Ah oui. Parce que tout était déjà très beau à l'intérieur. Tout avait été déjà bien pensé et tout. J'ai cette chance-là. Du coup, ce qui fait que j'ai dû... Tu as mis ta patte. J'ai mis ma patte. J'ai mis mon énorme bloc noir au milieu avec mon triple écran bien moche. Ben oui. mais voilà, c'est quelque chose que moi, j'ai même pas eu à avoir conscience puisque je suis arrivé et j'ai posé mes valises. Mais c'est avec du recul que je me rends compte à quel point... elle m'a dit une phrase quand on a emménagé. C'était chez nous... c'est pas de lumière directe, que de la lumière indirecte. Et je l'ai regardé avec des gros yeux, j'étais en mode... C'est-à-dire de quoi vous parlez? J'espère pas de lumière dans l'appart. J'espère qu'elle va juste me filer les clés à la fin. C'était ça le projet. Mais après, là, ça fait plus de 3 ans que je vis dedans. Je comprends, mais tellement. C'est tellement agréable quand les espaces sont bien pensés. J'ai une... on parle de moi, mais bon, on s'en fout. J'ai une salle de bain qui est plus ou moins dans la chambre. Et elle est séparée par des tasseaux, des tout petits tasseaux. Et en fait, la lumière ne va pas déranger le lit. C'est en fonction de si c'est allumé dans la salle de bain ou dans la chambre. Et c'est tellement bien pensé. Ça a tellement fait grandir l'espace, ce qui fait que du coup, on a un grand salon plutôt que d'avoir cassé pour faire une pièce en plus. Mais bravo, vous faites du super travail. Je pense à un truc, c'est le verre électrochrome. Waouh. Tu sais, dans certains hôtels ou dans certains magazines ou dans certains appartements, parfois tu as des salles de bain qui sont complètement intégrées aux chambres et qui sont avec des parois, des cloisons qui sont toutes vitrées. Sauf que tu as quand même besoin d'un minimum d'intimité. Donc très souvent, c'est tout à fait pour faire pénétrer la lumière dans la salle de bain, la lumière de la chambre qui normalement rentre par la chambre, qu'elle puisse arriver en second jour dans la salle de bain. Donc tu te dis, ok, du verre transparent. Mais en fait, tu as quand même besoin parfois d'intimité. Et en fait, c'est un verre... Quand tu fermes la porte, il y a un petit contact électrique. Et dès que tu fermes la porte, ça s'opacifie. Dès que tu ouvres la porte, il est transparent. Ah, et ce qui évite de mettre ces espèces de stickers un peu... La vitrophanie. La vitrophanie. La vitrophanie. Je viens de dire une insulte. En guerre contre les petits stickers. Non, mais pas dans la salle de bain. Dans la douche, tu peux pas mettre ça. Ça tiendra pas. Voilà. Alors, merci du conseil. Non, mais c'était pas un jugement. Pas du tout. Mais je suis en mode... de toute façon, il y a des tasseaux de bois. Donc le problème ne se pose pas. Mais ça me paraît, maintenant que tu le dis, évident. Mais c'est vrai que en tant que novice, je n'aurais pas eu l'idée ou la solution de me dire, ok, comment je dois opacifier, du premier coup, opacifier cette vitre. J'aurais mis un stickers dégueu. Après, c'est un budget. Ça coûte très cher, ça. D'accord. Ça se fait beaucoup en hôtellerie, par exemple. Et c'est au mètre carré ou au mètre linéaire? Je pense que c'est au mètre carré. Mètre carré. Là, c'est un budget beaucoup plus cher que ton film, du coup. Ok. Je me dis du coup. Mais mais c'est trop intéressant. Écoutez, on va partir sur un peu la conclusion de tout ça. Encore 2-3 questions et on va se laisser là, mais... C'est trop cool. Moi, pour le coup, en tant que novice, j'ai appris plein de choses. Ah, j'ai oublié ta question. Attends, c'était quoi la tienne? Oui. Tu voulais mais non, mais tu vois, je pris dans l'émotion du moment. Ouais, c'est ton dilemme à toi, c'était quoi? Mon dilemme créatif, tu l'as appelé comme ça, un dilemme créatif. Donc là, c'est votre client insiste, il veut un salon tout noir, mais il a peur, malgré tout, que ce soit triste. Que faites-vous? Je vais déjà rebondir sur l'anecdote de tout à l'heure avec le travertin. Est-ce que c'est une vraie volonté, profonde, ce all-over noir? Est-ce que c'est vraiment, donc, peut-être trouver des lieux, trouver des univers comme ça en all-over et lui faire vivre l'expérience d'un court séjour, d'un court moment, en fait, déjà. Et si, effectivement,
c'est une vraie volonté délibérée de sa part. Donc vraie volonté délibérée de sa part, ça fait beaucoup. Mais on va jouer avec d'autres choses parce que l'éclairage, tu en parlais, l'éclairage indirect, le mobilier aussi, d'autres revêtements et d'autres touches que tu peux apporter. Donc, c'est un tout en fait. Encore une fois, l'architecte d'intérieur, c'est pas qu'un technicien, c'est pas qu'un créatif ou créateur. C'est vraiment une vision 360. Donc c'est à la fois les volumes, c'est à la fois les jeux de lumière, c'est à la fois les matières, c'est à la fois on parle de design matérique, design de matériaux, on parle de design colorimétrique avec la couleur. Tu peux ajouter le design olfactif. Certaines marques de prêt-à-porter, quand tu rentres dans les boutiques, tu as des pchit qui te diffusent une bonne odeur. Design auditif aussi. Comment tu diffuses du son, quel type de son. Donc voilà. Donc moi, s'il a peur que ce soit un peu triste, on trouvera des petites astuces pour justement, alors non pas pimper, mais en tout cas pour mettre un peu de douceur dans tout ce noir. Tu vois, moi j'aurais pensé que tu aurais pourquoi pas passer ton chemin aussi, tu vois. Non, mais si tu veux, alors moi je comprends parfaitement Charline quand elle dit par rapport à tes convictions, par rapport à tes valeurs, accepter ou refuser un projet. Alors moi j'ai un petit pas en arrière dans le métier d'architecte d'intérieur, moi je suis plus dans l'accompagnement et la formation, mais ça rejoint aussi le fait de se dire, ok, il y a une idée au départ, qu'elle me plaise pas, que je sois ok avec ça, que je fasse pareil chez moi ou pas du tout. En fait, on est tous différents et on a tous des besoins et des envies différentes. Donc si vraiment son truc, c'est d'avoir un salon tout noir et qu'encore une fois, c'est une vraie volonté délibérée de sa part, ok, on va creuser pour qu'il ait effectivement son salon tout noir. Donc on va creuser, on va s'entretenir avec lui, on va lui faire vivre un petit moment dans un endroit tout noir. Et puis on va essayer d'adoucir, en tout cas de lui suggérer des petites choses qui pourraient faire qu'au bout de 2 ans, il n'en ait pas ras-le-bol de son salon tout noir. On vient de perdre la lumière frontale. C'est-à-dire qu'on est bientôt sur la fin de tout ça, mais c'est hyper intéressant. Quelles sont, en un mot, les tendances à surveiller là, qui vont arriver sur le marché, les trucs qui vous intriguent, qu'est-ce qui va pop, là, qui va exploser, qui va sortir. Les tendances toutes nouvelles là. Oh là, ça se regarde dans les yeux entre architectes inté. Pas moi. Alors moi j'ai un truc qui est pas drôle, qui est pas super, pour reprendre une expression de quelqu'un avec qui je travaille, qui est pas funky banana, mais qui est hyper intéressante. C'est qu'on voit maintenant l'émergence de tout un tas de sociétés, de sociétés plateformes qui en fait s'occupent, quand tu démolis quelque chose, de recenser ce que tu démolis de manière à savoir si c'est réutilisable. Donc un hôtel par exemple qui dirait ok, je fais table rase de tout ce qui existe, je vire mes 17 lits parce que j'ai 17 chambres, je vire mes 17 cuvettes de WC, mes X milliers de mètres carrés de carrelage, et si c'est bien déposé et si c'est bien démoli et que quelque part c'est réutilisable, voilà. Donc il y a une émergence là en ce moment, ça fait 4-5 ans de ces plateformes. Il y en a certaines, on ne va pas faire de la publicité, mais il y a certains noms qui me viennent en tête. Et l'objectif, c'est effectivement le réemploi. Ok. Ouais. Et c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en fait ? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, ok. C'est plutôt hyper intéressant. Okay. Si c'est bien fait, quoi. Si c'est bien fait. Oui. Et au-delà d'être éco-responsable, éco-citoyen, etc. Il y a aussi une histoire de patrimoine, une histoire d'historique, d'histoire dans le sens historique. Et consommer mieux, alors c'est vrai que ce sont des expressions qu'on entend beaucoup aujourd'hui, consommer mieux, qu'est-ce que ça signifie ? Le secteur du bâtiment, c'est un des plus gros pollueurs. Okay. Ça fait partie des plus gros pollueurs quand tu recenses toutes les activités industrielles, artisanales, etc. Les kilomètres carrés, les mètres carrés, les mètres cubes de placo qu'on démonte, donc c'est plutôt extrêmement positif, et surtout quand c'est bien fait. La France a accueilli les Jeux Olympiques, pas plus tard qu'il y a pile un an. Il y a des immeubles à Paris, en tout cas des édifices qui sont sortis de terre et qui devaient accueillir le village olympique, qui devait accueillir les athlètes, avec une charte, avec un code pour les chambres, les espaces de vie communs, etc. Et au moment où les appels à projets ont été lancés,
on s'est posé la question de se dire, ok, ça va juste durer le temps des JO. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça après? Donc en fait, c'était 2 projets en un. C'était de se dire, ok, moi je suis un architecte d'intérieur, je suis un architecte, je monte l'immeuble X ou Y qui va accueillir les athlètes. Pendant 3 mois, 4 mois, il y aura les athlètes avec une charte graphique, avec des besoins, avec des usages qui seront spécifiques à cette activité-là. Et une fois que les Jeux Olympiques sont terminés et que tout le monde rentre chez soi, qu'est-ce que je fais? Ok, je transforme en hôtel. Donc, par rapport à ma configuration des lieux, par rapport à mes choix de matériaux, comment je peux switcher en quelques mois et passer d'une résidence d'athlète à un hôtel 4-5 étoiles. C'est malin. Donc c'est plutôt chouette de penser comme ça. Ouais, c'est clair. Et ok, alors ça c'est presque une vision globale, mais sur par exemple des effets de mode, des tendances, qu'est-ce qui pourrait sortir là? C'est pour ça que je l'ai dit que... J'ai dit que je passais mon tour. Non, je pense alors que... là du coup il faut que tu te jettes et que tu J'y tentes vais, un là, guess avec mon cœur. qu'est-ce qui va être à la mode dans 3-4 ans. Alors non, moi Je ne suis pas à c'est la pas mode. mon métier. Non, je ne prescris pas les tendances, mais je trouve que ce qui est à la mode pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper intéressant et comme le disait Anne au tout début, c'est un métier où on doit être curieux et je le suis et je m'inspire de plein de choses, que ce soit dans la nature, l'architecture, des expos, un livre. Voilà, je trouve que tu peux trouver des tendances juste en étant curieux, mais je trouve que c'est pas parce que un bureau de tendance a dit que cette couleur-là, la couleur de l'année, voilà, ce sera. cette couleur-là, ce sera celle Cette année, qui est à c'était la le mode. mocha, je sais plus quoi. C'était là. mocha, ouais. Ouais. Ce sera ce qui sera à la mode, donc c'est pas pour ça qu'on va le mettre dans tous les projets Ouais. et que tous les clients vont l'apprécier, tu vois ce que je veux dire. C'est important de se tenir informé des tendances, c'est important de faire des salons où effectivement il y a les tendances qui vont émerger, etc. On s'en inspire tous et je pense qu'on y va globalement tous. Mais pour moi, il faut pas vraiment être dans la tendance pile, tu vois. Sinon, forcément, je reviens à ce que je disais au tout début, si jamais t'es pile dans la tendance, il y a un moment ça va se démoder. Ouais. Si tu vises pile Ce dans sera la pas tendance, pérenne. voilà, ce sera pas pérenne et du coup tu vas t'en lasser en plus. Ok. Voilà. Non, c'est hyper intéressant. Non, mais je vois complètement la vision de ça. Du coup, je sais Quentin que je vais jeter sous le train. Quentin, quelle sera la tendance 2026-2027 en coloris, en couleur? Je crois qu'ils sont partis sur du violet, mais alors je dis ça sans vraiment conviction. Moi, je fais pas vraiment attention aux tendances, que pareil, je trouve que c'est quelque chose qui veut tout et rien dire. C'est quand on nous montre une nouvelle tendance, pour moi, c'est plus à but d'inspiration, de voir les nouveautés, ce qui se fait, et du coup, nous derrière, avec notre pensée puis notre expérience, de dire, ok, bah ça, je peux l'utiliser comme ça, mais pas reproduire ce que j'ai vu, parce que sinon, effectivement, en fait, c'est un peu ennuyant, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que, du coup, pour conclure un peu, vous avez un mot d'encouragement pour celles et ceux jeunes qui voudraient se lancer dans ce milieu, et pourquoi pas chez Créade, évidemment. Inscrivez-vous chez Créade, il y a des campus partout en France. Tout à fait. Un jeune qui se pose encore la question, est-ce que je suis fait pour ça ou pas, on lui conseille quoi, on lui conseille quoi à ce jeune, cette jeune? Bah, moi je pense que si la personne est passionnée, elle peut y aller à 100% en fait. Et persévérante et sérieuse. Enfin voilà, c'est un métier de passion effectivement, mais comme on disait, il y a beaucoup de travail derrière, donc ça faut pas le sous-estimer. Et du coup, 100% en fait. Enfin, moi, je soutiens les futurs élèves de Créade. Ouais, non, j'aime bien. De toi, c'est presque, Quentin, ta génération d'après, quoi. Tu viens de sortir tes 5 années? Moi, je l'ai fait en 4 ans. En 4 ans, en 4 ans. Mais quel crack. Mais... Il est fort. Hein. Et j'imagine que tu vas pas me dire non, je le conseille pas. Je me doute bien que c'est ça. Je me doute bien que tu vas me dire que tu le conseilles, mais en gros, ce que tu retiens de ces années et du coup le petit mot pour les générations qui arrivent. En fait, s'ils veulent se lancer, je pense qu'il faut vraiment qu'ils regardent un petit peu ce qu'ils font aujourd'hui. Si effectivement, on l'a tous vu entre nous quand on était plus jeunes, on jouait à faire de la construction, à faire de l'aménagement. Si c'est quelque chose qu'ils savaient depuis petit aussi, lancez-vous. Par contre, si c'est pas vraiment l'intérieur qui les intéresse, mais plus le fait de faire des façades, de faire des rues, ou au contraire de juste faire de la déco, choisir les murs. En fait, c'est important de choisir, avant de rentrer à Créade en tout cas, le véritable objectif du métier qu'on veut faire. Si on veut être décorateur, architecte d'intérieur ou architecte HMONP. HMONP. Okay. Moi j'ai dit architecte d'extérieur parce que je connais pas. Oui, moi je le vulgarise si souvent en architecte d'extérieur parce que c'est plus facile de comprendre, mais voilà. D'accord. C'est juste définissez bien vos vraies envies et ce qui vous fait vraiment vibrer. Et après, effectivement, il faut prendre conscience qu'en tant qu'architecte d'intérieur, il y a un vrai job d'électricien, de plombier, de
tout le reste en fait. C'est pas que je choisis des murs et de la déco. De psy. De psy. On rentre dans l'intimité des gens parfois. Ouais. Puis il faut savoir prendre sur soi, parce qu'un client par moment va pas se rendre compte, mais il va être un peu brut. Ou, voilà, mettre la pression. Mettre la pression, effectivement. Et puis il faut savoir aussi dire non, il faut s'affirmer, il faut dire franchement... c'est beau. Calme-toi. Les mails à minuit pour vendre des photos de ses pieds, non. ça, oui, moi j'aime bien. Les photos des pieds, c'était marrant, mais les mails à minuit, c'est Après, on répond pas à minuit, quoi. Il faut s'autoriser à attendre le lendemain. Ah ouais, quoi. complètement. Ouais. J'ai adoré cette heure passée avec vous parce que j'en ai beaucoup appris. Je pense que les gens un peu débutants comme moi, ils en auront appris aussi beaucoup. Ça va probablement parler à des gens. Est-ce que, du coup, pour vous suivre sur les réseaux, vos travaux, est-ce que, Charline, t'as une page, un truc? Ouais, moi j'ai une page là où je communique le plus, c'est sur Instagram. Ouais. Et du coup, c'est maison.cr, donc mes initiales, .architecture. Super. Sur Instagram. Okay, voilà. Parfait. Quentin? Moi, c'est Calbry, donc CALBRY, _ architecture. Ok, parfait. Et du coup, Anne, ton mail Créade.fr. Moi, c'est créade.fr. J'allais dire, quel est ton mail personnel pour recevoir toutes les candidatures pour Créade pour l'année prochaine? Non, créade.fr. Renseignez-vous, regardez ce qui se fait. Il faut venir. Je pense que là où Quentin a raison, et moi je le rejoins, c'est déjà de pouvoir bien définir, en tout cas de bien être conscient de la différence entre différents métiers dans ce grand domaine. Le métier de décorateur, c'est pas le même métier que celui d'architecte d'intérieur. Et c'est encore un autre métier qu'être architecte d'extérieur. En tout cas, architecte DPLG, architecte DE, architecte HMONP, l'habilitation, la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est pas pareil. Ce sont pas les mêmes métiers. On n'a pas le même champ d'action. On n'a pas les mêmes autorisations. On n'a pas les mêmes contraintes. Donc, il faut déjà être clairvoyant là-dessus. Là où je rejoins Charline à 4000% aussi, c'est que je parlais de chef d'orchestre tout à l'heure et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que oui, vous allez apprendre comment ça marche la plomberie et l'électricité. L'objectif, c'est pas de faire de nos futurs étudiants des électriciens et des plombiers, mais comme ils vont devoir interagir, expliquer des choses à ces personnes-là et expliquer ce qu'ils auront créé, ce qu'ils auront pensé. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut créer en plomberie? Non, mais c'est voilà, il y a plein de choses quand tu as des fluides qui passent, des tuyaux qui passent et que tu te dis ok, je vais faire un doublage et je vais faire des niches et comme ça on verra pas que mes tuyaux y passent. Tu crées quand même avec ta contrainte de plomberie. Donc, on a besoin de cette vision 360, on a besoin de cette capacité à connaître finalement un peu chaque chose, on a besoin de cette endurance, j'en parlais tout à l'heure, ça nécessite du travail. En fait, c'est un métier aussi où il faut produire. C'est pas juste... je prends souvent l'exemple, alors pardon, là je vais parler de moi, mais j'ai mon mari qui, on va dire, est commercial, il peut passer 10 minutes au téléphone avec un client. Les 7 premières minutes, il va parler du match de foot de la veille. Les 3 dernières minutes, tu m'appelais pourquoi? Tu veux une palette de quoi? Ok, il raccroche, il a fait 50 000. Avant qu'on encaisse 50 000 euros au bout de 10 minutes, voilà, c'est pas comme ça. Il va falloir... En fait, tout est chronophage. Prendre du temps avec le client, encore une fois, pour l'écouter, pour savoir où il veut. Est-ce que nous, on va avec lui? Est-ce qu'on part avec lui? Revenir fort de tout ça dans sa besace au bureau et lui trouver la solution en majuscule. Et la solution, c'est pas la meilleure solution, c'est la plus adaptée à ce qu'il souhaite, à ce qu'il voit, à ce qu'il veut. Et ensuite, traduire tout ça au travers de plans, de croquis, de vie, parce qu'on l'a pas évoqué, mais le chiffrage aussi. On a évoqué les honoraires des architectes d'intérieur, mais chiffrer combien tout ça coûte, combien de kilomètres de placo, combien de... Voilà. Quand on est créatif, comment c'est dur de savoir se vendre, se chiffrer. Et tu vois, chaque étape, et pour l'instant, on n'a rien démoli, on n'a rien construit. On n'a pas déposé de papier peint, on n'a pas déposé de cuvette, on n'a pas remonté de cloison. Et tout ce travail... en fait, l'histoire, quand tu écris une histoire avec un client, ça va bien en amont du chantier et puis ça continue aussi en aval. La responsabilité qu'évoquait tout à l'heure Charline, c'est un des rares métiers où quand tu exerces en tant que libéral, tu dois souscrire à tout un tas d'assurances, dont l'assurance décennale. Donc pendant 10 ans, une fois que c'est fini, tu es encore responsable. Pas beaucoup de métiers où tu as une responsabilité comme ça qui court, même une fois que c'est fini. Je n'ai fait qu'apprendre des choses. C'est exceptionnel. Mais, merci pour tout ça. Et je vous propose un mot de la fin. Genre, si vous avez un mot à choisir, en un mot, l'architecture d'intérieur, c'est
C'est passionnant. Ouais, j'allais Ouais. dire la passion. Moi. Ah C'est la bah passion. voilà, si Ouais. vous êtes raccord. Franchement, ouais. C'est une émotion pour moi. Ouais. L'architecture, pour moi, ça fait ressentir quelque chose. Quand on rentre dans un lieu qui est ancien, ils étaient très forts à ça avant. Quand on rentre quelque Ouais. part, on ressent quelque chose. Pour moi, c'est ça l'architecture intérieure. C'est être capable de faire ressentir quelque chose à quelqu'un qui connaît rien, qui juste débarque et se dit waouh. Ouais, ça me fait quelque chose. Ouais. C'est absolument incroyable. Ça va être le mot de la fin, évidemment. Si les gens veulent nous suivre, qui suivent Créade sur les réseaux, bien sûr. Merci à vous d'être venus. Merci à Merci. toi, À Damien. bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao. À Bye. bientôt.